Alors que les tensions montent entre les États-Unis et le Venezuela, que l'escalade continue entre les États-Unis et le Venezuela, je m'adresse aux impérialistes du Nord. Nous sommes prêts à nous battre si vous entrez au Venezuela. Nicolás Maduro est un trafiquant de drogue inculpé. J'ai annoncé une récompense de 50 millions de dollars pour sa capture. Voyons ce qui va se passer avec le Venezuela. Le Venezuela a été très dangereux. Le Venezuela prend des risques. Il s'allie avec la Russie et la Chine, grands ennemis de l'Amérique, ce que les États-Unis refusent. Des navires de guerre américains au large du Venezuela attaquent dans des navires de drogue vénézuéliens, déclenchant le combat. Mais comment en est-on arrivé là? Et quel rôle la Russie et la Chine ont-elles joué dans tout cela? Les tensions entre les États-Unis et le Venezuela sont anciennes. Bien avant Maduro, Chavez s'en est directement pris au président Bush, le traitant de diable. Même si Maduro est soutenu par la Chine et la Russie, Pékin paraît peu enclin aux interventions militaires extérieures. La Russie de Vladimir Poutine, en revanche, a déjà fait ses preuves en matière d'utilisation de la force militaire à l'étranger. Commençons par Moscou. Pendant longtemps, la Russie est restée spectatrice des affaires vénézuéliennes, mais il y a quelque temps, elle a soudainement décidé de s'impliquer activement dans les affaires du Venezuela. Comme prévu, cela a débuté avec des accords d'armement. En 2008, la Russie a envoyé des lots militaires complets. Cela incluait des milliers de fusils, des flottes d'hélicoptères, des véhicules blindés, des avions de chasse, et surtout le système de défense aérienne S-300. Il ne s'agissait pas de matériel obsolète que la Russie voulait juste vider de ses entrepôts. Par exemple, le S-300 était l'une de leurs plateformes avancées, capable de suivre des avions à longue distance et d'intercepter des missiles. Et qu'un pays d'Amérique latine reçoive soudainement quelque chose comme ça était inhabituel. Et pour les États-Unis, c'était profondément provocateur. Ce geste montrait le sérieux de la Russie en fournissant un système aussi puissant au Venezuela. Moscou annonçait être prête à fournir un bouclier défensif pouvant compliquer tout plan militaire américain dans la région. Pour Hugo Chavez, alors président, ces accords étaient bien plus que de simples modernisations militaires. Il présentait chaque livraison comme preuve de la force de son gouvernement à protéger la nation. Mais ces ventes n'étaient pas unilatérales. Les systèmes comme le S-300 exigent un entretien régulier. Ils nécessitent une formation, des pièces de rechange et un entretien régulier. Cela impliquait que des conseillers et experts russes restent des années au Venezuela pour collaborer avec les forces locales. Donc, ce qui ressemblait à un simple échange d'argent du pétrole contre des armes était en réalité le début d'une dépendance à long terme. La Russie voulait que le Venezuela dépende d'elle, et le Venezuela cherchait le soutien russe. Les deux parties se sont rapprochées. La Russie a ensuite intensifié cette démarche. Plus tard cette année, elle a envoyé des temps universels 160 à travers l'Atlantique. Le temps universel 160, surnommé Blackjack par l'OTAN, est un bombardier stratégique capable de transporter des armes nucléaires, l'un des plus grands et des plus puissants au monde. Sur cette photo, 2 d'entre eux ont atterri au Venezuela. La présence de ces gros avions sur des pistes sud-américaines est assez rare. Le message était clair. La Russie pouvait désormais projeter sa puissance en Occident, une première depuis la guerre froide. Et bien sûr, Chavez pouvait se tenir fièrement sur la piste. Voici certaines des machines les plus avancées de l'arsenal de Moscou, stationnées sur son sol. Cela lui donnait une image puissante à montrer à la fois à ses partisans chez lui et à ses rivaux à l'étranger. Mais Washington n'y voyait rien d'autre qu'une source d'inquiétude. La présence d'avions russes, transportant des armes nucléaires, si proches du territoire américain, était difficile à ignorer. On pourrait dire que la guerre froide avait officiellement pris fin des décennies plus tôt. Cette scène montrait que la rivalité entre les deux puissances avait simplement pris de nouvelles formes. Peu de temps après, la Russie a ajouté une nouvelle dimension à son implication. Des navires de guerre ont commencé à faire escale dans les ports vénézuéliens, y compris à Caracas même. Des navires de guerre lance-missiles vont traverser l'Atlantique pour accoster au Venezuela. Lors de leur séjour, ils ont mené des exercices conjoints, collaboré avec les équipages vénézuéliens et organisé des défilés célébrant ce nouveau partenariat. Le symbole était impossible à manquer, car le Kremlin a prouvé qu'il pouvait projeter sa puissance à l'autre bout du monde et affronter les États-Unis dans leur propre hémisphère. Et en même temps, il se passait autre chose, moins officiel, mais tout aussi révélateur. Des photos et des rapports ont commencé à apparaître, montrant des hommes portant des écussons du groupe Wagner à l'intérieur du Venezuela. Le groupe Wagner, une société militaire privée étroitement liée au Kremlin, s'est déjà forgé une réputation pour ses combats en Ukraine et en Syrie. Maintenant, il commençait à apparaître en Amérique latine. Et il faut bien comprendre cela. Ce n'étaient pas des soldats russes en uniforme, mais des agents de l'ombre permettant à Moscou de rester présente sans l'admettre.
Il composait des unités vénézuéliennes, protégeait les dirigeants et participait aux répressions des manifestations. La Russie pouvait nier toute implication car ce n'étaient pas des troupes officielles, mais les images sur les réseaux sociaux contredisaient encore Moscou. La présence des hommes de Wagner a renforcé les liens entre Moscou et Caracas. La Russie n'était pas seule à s'ingérer au Venezuela. Une autre puissance est aussi intervenue. Et cette puissance, c'était la Chine. Et vous le savez peut-être déjà, le style chinois est généralement différent de celui de la Russie. Moscou affiche souvent sa puissance par ses avions, navires et soldats. Pékin, lui, bâtit son influence via des projets financiers et des accords discrets. En Venezuela, la Chine a fait les deux, notamment en construisant des stations radars, signe de son influence croissante. Ces grandes installations surveillaient les avions de chasse américains, dans le ciel des Caraïbes, et suivaient les navires de guerre américains à proximité. Et cela maintenait Washington sur le qui-vive, car cela signifiait que Pékin pouvait garder un œil sur des activités militaires sensibles juste dans le voisinage même des États-Unis. À Caracas, la situation différait, mais le gouvernement vénézuélien se félicitait de la technologie chinoise surveillant le ciel. Ils pouvaient désormais assurer à leur peuple que le pays était mieux protégé, avec plus d'yeux surveillant l'horizon pour détecter toute menace. Dès lors, la Chine s'est encore plus ancrée dans l'économie vénézuélienne. La Russie fournissait missiles et bombardiers. La Chine, prêts, obligations, projets de construction et financement des infrastructures. Pékin finance désormais des projets dans les télécoms, les mines et la surveillance. Avec ces tactiques, Pékin a consolidé son influence et lié le Venezuela aux entreprises et banques chinoises. Pouvez-vous imaginer un réseau de caméras et de communication construit avec la technologie chinoise? Cela signifiait essentiellement que le gouvernement vénézuélien pouvait compter sur ces systèmes pour surveiller ses citoyens et contrôler l'information. Sans parler de Pékin qui surveille chaque mouvement. Mais aussi, en même temps, les projets miniers ont donné à la Chine accès à l'or et aux ressources rares, des choses dont elle a toujours besoin pour ses immenses industries chez elle. Ce lien entre le Venezuela et la Chine s'est renforcé grâce à un type d'accord spécial, souvent appelé prêt contre pétrole. L'idée était simple mais aussi très astucieuse. La Chine aurait prêté des milliards au Venezuela, dont Caracas avait besoin pour financer projets, subventions et salaires. En retour, le Venezuela rembourserait les prêts en barils de pétrole, pas en espèces. Des pétroliers de brut vénézuéliens étaient envoyés en Chine en remboursement. Cela a donné aux deux parties ce qu'elles voulaient. Le Venezuela a obtenu de l'argent immédiatement, et la Chine s'y a assuré un flux régulier de pétrole pour alimenter sa croissance économique rapide. Sur le papier, c'était gagnant-gagnant. Mais en réalité, cela impliquait que le Venezuela signait des accords à long terme, donnant plus de contrôle à Pékin. Rappelez-vous, nous sommes encore dans les années 2010. À l'époque, avec des prix du pétrole élevés, cet arrangement était sûr pour le Venezuela. C'est parce que le pétrole était demandé par les Chinois. Chavez puis Maduro ont utilisé ces prêts chinois pour financer des programmes sociaux et conserver le soutien politique. Les rues étaient calmes car les subventions arrivaient et les projets occupaient les gens. La Chine, de son côté, était ravie d'approfondir son influence en Amérique latine, loin de chez elle mais proche des frontières américaines. Chaque prêt, projet ou livraison de pétrole renforçait le lien. Mais cela allait changer très vite. Entre 2014 et 2016, l'effondrement des prix du pétrole a fait chuter le baril de 100 à 30 $. Ce fut une catastrophe pour le Venezuela. La quasi-totalité des revenus du gouvernement venait du pétrole, qui a soudainement presque disparu. L'inflation a explosé, la pauvreté s'est étendue, et l'économie s'est effondrée. Les accords passés avec la Chine ont alors fait toute la différence. En raison des prêts contre pétrole, la Chine conservait un droit sur le futur pétrole vénézuélien. Même lorsque le pétrole rapportait beaucoup moins d'argent, Pékin pouvait continuer à récupérer du pétrole, tandis que Caracas peinait à nourrir sa propre population. Cela donnait à la Chine un pouvoir énorme. Le Venezuela ne pouvait pas facilement se retirer car il devait déjà trop d'argent. C'est une manœuvre classique de Pékin. Aider les pays en détresse avec des accords attractifs. Puis, trahir son partenaire en réclamant le remboursement de grosses dettes plus tard. Cela a toujours été en faveur des Chinois. Je veux dire, regardez la Chine et le reste de l'Amérique latine. Les mains chinoises sont partout. Alors que la Russie renforçait la défense du Venezuela et montrait sa force militaire, la Chine la liait par des dettes, technologies et contrats. Des radars surveillant le ciel et les systèmes de télécommunications assuraient le contrôle du gouvernement. Les mines et le pétrole alimentaient l'industrie chinoise. Et lorsque la crise est survenue, tous ces liens ont fait que Pékin avait plus d'influence que jamais sur la politique et l'économie vénézuélienne. Moins spectaculaire que les bombardiers russes sur les pistes, mais d'une certaine façon, encore plus puissant.
Un bombardier repart en quelques jours, mais dettes, contrats et infrastructures durent des décennies. Nous n'avons pas encore évoqué le point sensible. La Russie et la Chine interfèrent dans les affaires du Venezuela. Deux hommes ont entraîné le pays dans un état où il est exploité de la gauche à la droite. Hugo Chavez, le président évoqué plus tôt, est arrivé au pouvoir en 1999. Pour lui, le pétrole est devenu plus qu'un simple moyen de gagner de l'argent. C'est devenu une arme, un outil, une façon de construire des alliances. Les énormes profits pétroliers initiaux ont permis à Chavez d'étendre rapidement son influence en Amérique latine. Il n'a pas juste gardé l'argent chez lui, il a aussi envoyé des milliards à Cuba, au Nicaragua et dans une douzaine d'autres pays. Il leur a offert du carburant subventionné et des prêts, gagnant ainsi leur fidélité. C'est ainsi qu'est née sa diplomatie pétrolière. Apparemment généreux, comme un voisin aidant un autre, c'était en fait stratégique. Exporter du pétrole achetait aussi de l'influence. Et ces subventions se transformaient en amitié, qui pouvaient ensuite être monnayées en soutien politique sur la scène internationale. Cela est devenu le plus évident aux Nations Unies. Chavez pouvait compter sur les votes des petits pays dépendants du pétrole vénézuélien pour résister aux propositions des États-Unis. Il formait un bloc anti-américain à l'Organisation des Nations Unies, un groupe de pays prêts à voter contre les intérêts américains. Et bien sûr, encore et encore, cela ne plaisait pas à Washington. Que le Venezuela soutienne Cuba ou le Nicaragua était une chose, mais que Chavez veuille remodeler la politique mondiale en distribuant du pétrole comme des bonbons en était une autre. C'était comme si le Venezuela achetait des voix sur la plus grande scène du monde, et les États-Unis ne l'ont pas pris à la légère. Les États-Unis ont réagi non par des chars ou bombardiers, mais par financement, stratégie et guerre de l'information. Des agences comme le Fonds national pour la démocratie ont commencé à financer des groupes d'opposition et des médias indépendants vénézuéliens. Vous devez comprendre que, dans ces situations, le USO n'a qu'un seul objectif: renforcer les voix à l'intérieur du Venezuela qui pourraient s'opposer au pouvoir grandissant de Chavez. Ces groupes ont dénoncé la corruption, organisé des manifestations et proposé une alternative aux Vénézuéliens étouffés par le gouvernement. Washington espérait qu'en donnant plus de pouvoir à l'opposition, il pourrait affaiblir l'emprise de Chavez et peut-être même le pousser à quitter le pouvoir, avec le temps. Chavez, lui, y voyait une preuve de l'ingérence des États-Unis dans la souveraineté du Venezuela, tentant de contrôler le pays à distance comme une marionnette. Et puis en 2009, Chavez a pris une décision qui ne laissait plus aucun doute sur la direction qu'il prenait. Il a aboli la limitation du nombre de mandats présidentiels. Avant, même un dirigeant puissant comme lui aurait dû céder sa place. Sans limitation de mandat, Chavez pouvait rester au pouvoir tant qu'il gagnait les élections. Grâce à l'argent du pétrole, au soutien des médias d'État et à une opposition affaiblie, il risquait peu de perdre. Beaucoup de Vénézuéliens ont applaudi, pensant avoir un leader fort qui les protégerait toujours. Certains y ont vu le début d'une dérive autoritaire. Ce qui avait commencé comme un mouvement populiste promettant l'équité et la justice était en train de se transformer en un système où le pouvoir restait entre les mains d'un seul homme et de son entourage. À cette époque, la relation entre le Venezuela et les États-Unis a empiré comme jamais. Ce n'était plus seulement une rivalité ou un désaccord, cela est devenu hostile, amer et personnel. Divorce compliqué où les deux refusaient de s'asseoir ensemble. Washington a accusé Chavez de réprimer la démocratie et de soutenir des ennemis étrangers, tandis que Chavez a reproché à Washington l'impérialisme, le sabotage et des complots de coups d'État. Chaque discours qu'il prononçait semblait contenir des piques acerbes contre les États-Unis, et chaque action entreprise par Washington semblait destinée à le coincer. La tension était si palpable que même les Vénézuéliens ordinaires pouvaient la ressentir dans leur vie quotidienne, à travers les pénuries, l'inflation et le martèlement constant de la propagande à la télévision d'État. Chavez, charismatique et plus grand que nature, a tout maintenu jusqu'à ces dernières années, avant de décéder en 2013. Il a confié le pays à Nicolás Maduro, son fidèle disciple, dépourvu de la même énergie et du même charme. C'est ainsi que l'histoire du Venezuela est entrée dans une phase plus sombre. Maduro a hérité de la présidence et des graves problèmes du pays. Au moment où Maduro arrivait au pouvoir, les États-Unis vivaient le boom du pétrole de schiste. Les nouvelles techniques de forage ont permis aux États-Unis de produire massivement du pétrole, privant le Venezuela de son principal levier. Comme nous l'avons déjà évoqué, pendant des décennies, Caracas exerçait son influence en étant l'un des principaux fournisseurs de pétrole des États-Unis. Mais maintenant, Washington n'avait plus besoin du brut vénézuélien. Les États-Unis sont devenus exportateurs nets de pétrole. Maduro a presque aussitôt perdu tout pouvoir de négociation. De plus, comme vous le savez, les prix mondiaux du pétrole ont chuté entre 2014 et 2016. Pour relativiser, 2/3 de l'économie vénézuélienne ont disparu en quelques années.
C'était la réalité à laquelle le Venezuela était confronté. Les programmes gouvernementaux, qui avaient été financés par l'argent du pétrole, se sont soudainement retrouvés sans financement. Les subventions ont cessé, stoppant les projets. La pauvreté s'est vite répandue. L'inflation est devenue hyperinflation, faisant doubler les prix au point que les gens ne pouvaient plus acheter nourriture ou médicaments. Les rayons vides et les files d'attente s'étendaient dans les rues pour du pain ou du riz. Maduro a essayé de s'accrocher, mais contrairement à Chavez, il n'avait pas le charisme personnel pour garder la loyauté des gens pendant la crise. Chavez était un homme de spectacle, un orateur capable d'enflammer les foules et de les convaincre que les sacrifices en valèrent la peine. Maduro n'avait pas cette compétence. Au lieu d'user de son charisme, il a choisi la force. Les candidats de l'opposition ont été emprisonnés ou poussés à l'exil. Les manifestations ont été réprimées par des arrestations et de la violence. Des observateurs internationaux ont qualifié les élections de frauduleuses. Et des millions de Vénézuéliens ont perdu espoir qu'un changement vienne des urnes. En résumé, ce qui avait enrichi le Venezuela est devenu sa malédiction. La diplomatie pétrolière de Chavez avait acquis des alliés, mais rendu le pays dépendant des prix élevés du pétrole. Quand les prix ont chuté, la structure s'est effondrée. Les prêts de la Chine et les armes de la Russie ont apporté un certain soutien, mais ils ont aussi enchaîné le Venezuela à la dette, et des millions de personnes quittèrent le pays. Les rayons étaient vides, et l'argent perdait de la valeur presque d'heure en heure. Nicolás Maduro tenait encore le pouvoir, mais son contrôle diminuait, poussant les États-Unis à accentuer leur pression. Washington avait une stratégie claire. Si l'effondrement économique échouait, une pression directe pourrait faire tomber le régime. Les États-Unis ont alors lancé la campagne de pression maximale. Ce n'était pas seulement des discours enflammés ou des sanctions limitées, mais un effort total pour étouffer le gouvernement vénézuélien jusqu'à ce que Maduro parte ou soit contraint de partir. L'une des étapes majeures de cette campagne a eu lieu en 2017 quand les procureurs américains ont inculpé Maduro aux États-Unis. Les accusations étaient très graves. Ils ont affirmé qu'il était un trafiquant impliqué dans le transport de drogue en Amérique latine vers les États-Unis. Pour renforcer encore plus leurs propos, Washington a mis une prime de 10 millions de dollars sur sa tête. Cela signifiait que toute personne qui capturerait Maduro et l'amènerait aux États-Unis recevrait une fortune. Vous en avez peut-être entendu parler à l'époque, car c'était une énorme nouvelle. Un président en exercice était présenté comme un chef de cartel, avec affiches de recherche et récompenses. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Les sanctions isolèrent davantage le Venezuela des marchés mondiaux. Les ventes de pétrole aux États-Unis ont été bloquées, supprimant la dernière source de revenus. Pour un pays dépendant du pétrole, c'était dévastateur. Privé des acheteurs américains et boycotté globalement à cause des sanctions, le gouvernement avait presque aucun moyen légal de gagner de l'argent. Le plan de Washington était simple, priver le régime de ressources jusqu'à ce que même ses soldats et fonctionnaires loyaux ne puissent plus être payés. S'ils n'étaient pas payés, ils pourraient se retourner contre Maduro. Maduro, cependant, n'était pas sans ressources. Au lieu d'abandonner, il s'est tourné vers l'ombre. Les réseaux de contrebande étaient sa bouée de sauvetage. Les drogues franchissaient les frontières, aidés par des fonctionnaires corrompus. L'or était extrait des mines du Sud par des ouvriers désespérés et expédié discrètement à l'étranger. Le pétrole, malgré l'interdiction, circulait encore via des voies détournées, vendu à des acheteurs cherchant une remise. Ces flux clandestins d'argent et de ressources ont donné à Maduro juste assez pour continuer à payer les personnes qui lui étaient proches. Soldats, police et politiciens fidèles recevèrent leur part. Dans un système où la loyauté s'achetait, cela suffisait pour survivre. Puis, de façon inattendue, est survenu l'un des moments les plus étranges de cette histoire, digne d'un film. En 2019, des mercenaires ont tenté de renverser le gouvernement vénézuélien en débarquant sur ses plages. Parmi eux se trouvaient 2 anciens soldats des forces spéciales américaines. Leur plan était audacieux mais mal conçu. Ils croyaient qu'une fois débarqués, des milliers de soldats vénézuéliens changeraient de camp et les rejoindraient. Ce n'est pas ce qui s'est passé. L'opération a échoué presque aussitôt et de nombreux participants ont été capturés par les forces vénézuéliennes. Certains ont été tués, les autres exhibés à la télévision d'État comme preuve d'un complot américain. Washington a vite dit « Nous n'avons rien à voir avec ce raid ». Mais le mal était fait. Maduro a exploité l'échec comme propagande. Il a dit à son peuple que cela prouvait jusqu'où les États-Unis étaient prêts à aller pour le renverser. L'hostilité s'était devenue plus forte et plus grande. Et au fil des années, alors que la pression des États-Unis continuait de s'accentuer, le Venezuela s'est tourné encore davantage vers ses alliés étrangers pour obtenir du soutien. La Russie était déjà très engagée, mais un autre allié puissant est alors intervenu, apportant plus qu'un simple soutien verbal. Cet allié, c'était l'Iran. Or, l'Iran est en conflit avec les États-Unis depuis longtemps. Et il a vu au Venezuela non seulement un ami dans le besoin, mais aussi une occasion de riposter contre Washington, juste dans son propre arrière-cour. Ainsi, la Force Code iranienne, qui est une branche des gardiens de la révolution iranienne,
a commencé à s'installer discrètement au Venezuela. L'objectif était de construire quelque chose de concret, quelque chose qui changerait l'équilibre des pouvoirs en Amérique latine. Ils ont lancé la construction de la plus grande usine de drones de la région. Comme la Russie, ce n'étaient pas de simples machines avec petites caméras. Il s'agissait de drones Shahid, déjà utilisés par la Russie en Ukraine. Ils étaient conçus pour transporter des explosifs, parcourir de longues distances et frapper avec précision. Quand l'Iran a installé une usine de drones au Venezuela, ce n'était pas juste un nouveau projet. Cela a donné à Maduro un outil qui pouvait être utilisé pour faire pression sur les pays voisins. Pendant ce temps, le rôle de la Russie au Venezuela est resté important. Même après des années de développement d'armes, d'envoi de bombardiers dans le pays et de navires de guerre à travers l'Atlantique, Moscou a trouvé d'autres moyens de rester impliqué. Le groupe Wagner restait présent, mais son rôle dépassait la simple sécurité pendant les manifestations. Il formait désormais les forces d'élite vénézuéliennes, leur transmettait des tactiques, et les préparait à gérer des troubles si cela survenait. Cela a permis au gouvernement de Maduro de disposer d'unités mieux préparées qu'auparavant, et cela a également lié ses forces plus directement aux méthodes russes. Chaque session d'entraînement renforçait le lien entre Caracas et Moscou. Ensemble, ces actions révélèrent quelque chose de plus vaste. Non seulement la Russie aidait le Venezuela, mais l'Iran construisait aussi de nouvelles installations. Moscou, Téhéran et Caracas formaient ainsi un triangle de coopération. La Russie fournissait armes, formations et soutien politique. L'Iran, drones, conseillers et infrastructures. Le Venezuela leur servait de base dans l'hémisphère occidental, pour projeter leur puissance près des États-Unis. Cela montrait clairement qu'ils n'avaient même pas peur d'étendre leur présence dans une région longtemps sous influence américaine. Arrêtons-nous un instant. Vous rappelez-vous que le Venezuela a perdu sa puissance économique à cause de la mauvaise gestion et de l'effondrement de son industrie pétrolière. Le Venezuela a-t-il vraiment reçu beaucoup de matériel militaire de ses prétendus alliés ? C'est précisément sur cette base qu'un autre problème a commencé à se construire, mais cette fois-ci à sa frontière et avec le Guyana. L'attention portait cette fois sur le pétrole et le territoire, non sur l'inflation, les sanctions ou les pénuries. Le Guyana, jusque-là peu présent sur la scène régionale, est devenu l'un des producteurs de pétrole les plus dynamiques après la découverte d'importantes réserves offshore. Il pourrait bientôt dépasser de nombreux producteurs historiques. Et le Guyana n'était pas seulement un pays, c'est un tout petit pays anglophone qui entretient de bonnes relations avec l'Occident. Et avec tout ce qui s'est passé au Venezuela, le gouvernement a relancé une revendication séculaire sur l'Essequibo, couvrant près des 2/3 du Guyana. Les responsables ont affirmé que c'était un territoire vénézuélien historique, message repris chaque jour par les médias d'État. L'objectif était de faire de ce différend une cause unificatrice, en l'affichant comme une question de fierté nationale alors que l'économie du Venezuela s'effondrait. Des troupes ont été déployées à la frontière, des bases agrandies, et de nouvelles infrastructures construites dans des zones calmes depuis des décennies. Le Guyana, avec moins d'1 million d'habitants et environ 4000 soldats, ne pouvait pas se défendre face à un pays comme le Venezuela. Georgetown a vite sollicité un soutien international. Le Royaume-Uni, lié historiquement au Guyana, son ancienne colonie, a envoyé un navire de guerre dans la région et les États-Unis ont mené des exercices militaires, dont des survols et des entraînements conjoints, pour afficher leur solidarité avec le Guyana. Ainsi, Caracas a compris qu'une tentative d'invasion rencontrerait une forte résistance. Et en même temps, Washington a accru la pression directe sur Nicolás Maduro. La récompense pour son arrestation est passée de 10 à 15, puis à 550 millions de dollars. Cela l'a hissé parmi les dirigeants les plus recherchés au monde. Au Venezuela, présenter cela comme la défense d'un territoire sacré a mobilisé une partie de la population et détourné l'attention de l'hyperinflation et de la pauvreté. Mais un an après, rien n'a changé. Le gouvernement Maduro dépendait plus que jamais de la Russie, la Chine et l'Iran pour survivre. Washington estime que mots et sanctions ne suffisent plus. Ils ont donc utilisé un vieil outil de politique étrangère, déjà employé plusieurs fois en Amérique latine. La diplomatie de la canonnière consiste à envoyer des navires de guerre pour intimider et contraindre l'adversaire sans déclarer la guerre. Ainsi, au début de 2024, 7 navires de guerre américains sont apparus au large des côtes du Venezuela. Ils ne se cachaient pas et n'essayaient pas de s'infiltrer discrètement. Ils étaient visibles, délibérés et bien là pour que tout le monde les voie. Maintenant, 7 navires. Cela peut ne pas sembler beaucoup comparé à une flotte géante, mais l'ampleur de ce déploiement était importante. C'était trop important pour une simple opération anti-drogue, qui implique normalement des patrouilleurs ou des vedettes de la garde côtière, pas des destroyers lance-missiles ou navires de débarquement amphibie.
C'était aussi insuffisant pour lancer une invasion complète, qui aurait demandé un porte-avions, des milliers de soldats et des semaines de préparation. Cela signifiait que les États-Unis ne se préparaient pas à envahir, du moins pas encore. Au lieu de cela, ils mettaient juste assez de puissance en place pour rendre Maduro nerveux, pour le pousser à réagir et à dépenser des ressources qu'il ne pouvait se permettre de gaspiller. Et si vous regardez de près la situation ici, il y avait aussi un sentiment d'histoire qui se répète. En 1964, les États-Unis ont mené une opération similaire au Brésil, appelée Opération Frère Sam. Des navires de guerre américains ont navigué vers le Brésil, et des généraux locaux se sont opposés au président. La présence des navires américains a rassuré ces généraux, et le président a vite fui, laissant un régime militaire jugé plus amical par Washington. Rien de nouveau pour les États-Unis, qui ont encore menacé de recourir à la force pour influencer la politique intérieure. Un cauchemar de plus pour Maduro. Le dirigeant vénézuélien a déclaré avoir mobilisé des millions de citoyens armés, évoquant une république entière en armes. Mais de telles affirmations étaient difficiles à croire, et même si elles étaient partiellement vraies, mobiliser autant de personnes coûterait des sommes énormes. Payer les soldats, déplacer l'équipement et maintenir l'alerte maximale ont épuisé l'économie du pays déjà en crise. C'était exactement le but du point de vue de Washington. Si Maduro utilisait son dernier argent à se préparer pour un combat inexistant, il s'affaiblirait de l'intérieur. Les généraux pourraient devenir mécontents. Les citoyens pourraient devenir plus en colère. La pression pourrait finalement atteindre le point de rupture où le peuple se soulèverait. Mais alors que les États-Unis augmentaient la pression de l'extérieur, la Russie et la Chine sont intervenues une fois de plus pour offrir à Maduro une bouée de sauvetage. Le timing n'aurait pas pu être plus critique. Le 28 juillet 2024, le Venezuela a organisé des élections. Ces élections ont de nouveau été rapidement qualifiées de frauduleuses par une grande partie de la communauté internationale. Les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs gouvernements latino-américains ont exigé la transparence et la publication des résultats détaillés du scrutin. Le Conseil national électoral, allié au régime, a proclamé Nicolás Maduro vainqueur. La Chine et la Russie ont aussitôt reconnu la victoire. Pékin et Moscou soutenaient Nicolás Maduro, malgré la condamnation d'une grande partie du monde. Si c'est une victoire pour Nicolás Maduro, c'est une grande déception pour les Vénézuéliens. Des manifestations ont éclaté dans les rues. Les gens brandissaient des pancartes, demandaient le changement et affrontaient la police. Lors de certaines manifestations, des hommes avec des écussons Wagner ont été vus, comme les années précédentes. Leur présence, qu'il s'agisse de mercenaires russes ou de forces vénézuéliennes portant leurs symboles, montrait que l'influence de Moscou dépassait la diplomatie. Elle atteignait le cœur des forces de sécurité du Venezuela. Pékin offrait un soutien différent. Les entreprises et banques chinoises maintenaient le Venezuela relié à d'autres routes commerciales. Le pétrole et l'or, les dernières exportations précieuses qu'il restait au pays, étaient discrètement expédiés par l'intermédiaire d'alliés et de partenaires qui ne se souciaient pas d'ignorer les sanctions américaines. Maduro a ainsi eu assez d'argent pour conserver le soutien de ses généraux et hauts responsables. La Chine a aussi soutenu la candidature du Venezuela au Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, groupe comprenant déjà la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil et d'autres grandes économies émergentes. L'adhésion a permis à Caracas d'affirmer son appartenance à un bloc international indépendant des États-Unis, évitant ainsi l'isolement. Pour Pékin et Moscou, intégrer le Venezuela au Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud renforçait leur désir d'un ordre mondial moins centré sur Washington. Alors que des navires de guerre américains au large du Venezuela exerçaient pression et mobilisation, la Russie et la Chine ont renforcé leur partenariat avec Maduro. Il en a résulté une impasse, le pays restant entre menaces externes et soutien étranger. Pour les Vénézuéliens ordinaires, les difficultés n'ont jamais diminué en dehors de la politique. Ils ont dû regarder leur nation se transformer en une scène où les plus grandes puissances mondiales jouaient leur rivalité. Washington a voulu un changement de régime. Moscou et Pékin ont soutenu le gouvernement, et Maduro s'est maintenu coûte que coûte. Ainsi se trouve aujourd'hui le Venezuela, accablé par la crise intérieure et enfermé dans une lutte qui dépasse ses frontières.